Lorsque le Japon a capitulé le 15 août 1945, tout le monde n'était pas content. Certes, personne n'était vraiment content de perdre la guerre en fait, hein. Personne va dire waouh, j'ai perdu la guerre, mais c'est génial. Ah, j'adore perdre des guerres. Ah, on va coloniser mon territoire, on va prendre mes compagnes, mes femmes, on va me prendre tout ça, on va me prendre de l'argent, on va me prendre des territoires, mais qu'est-ce que c'est cool. Bon, non, personne n'était content, hein, de perdre la guerre, mais certains étaient encore moins satisfaits que d'autres, d'accord, de la capitulation et du profond sentiment de honte qui accompagnait les pourparlers de réédition qui se sont accélérés depuis août. Certains officiers de l'armée ont pris l'initiative de renverser le gouvernement et d'en installer un autre beaucoup plus intransigeant qui poursuivrait la guerre. Cependant, ce coup d'État a tourné au fiasco et en l'espace d'une journée, il a échoué. En fait, c'était vraiment, on va dire, si on peut y dire la chose ainsi, les mecs ont tout perdu. Ils ont perdu la guerre et ils ont perdu leur coup d'État. C'est le fiasco, c'est la Bérésina et en une journée. En fait, c'est la honte. Ce que je vais vous raconter là, certains, on va dire, aimeraient oublier cette histoire, mais moi je vais vous la raconter. Pourquoi je vais vous la raconter? Parce que je cherche des histoires un petit peu partout à travers les fiches internet et à travers les livres. Donc ne m'en voulez pas, ne me faites pas de harakiri, ne me faites pas de kamikaze. Cette histoire a bien existé et je suis pas le seul qui l'a raconté cette fois-là. Mais là, on peut le dire, hein, c'est totalement la défaite dans la défaite. Donc l'empereur avait diffusé son discours annonçant la capitulation sans condition du Japon, et ceux qui tenteraient de l'empêcher étaient gênés. Mais étant donné la force du sentiment de capitulation chez les Japonais, pourquoi le coup d'État visant à maintenir le Japon en état de combattre a-t-il échoué? Pourquoi n'a-t-on pas pu empêcher l'empereur de céder aux Alliés? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici, maintenant dans cette vidéo. Alors le 9 août 1945, alors que le Japon vient d'endurer des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, qu'il apprend l'entrée en guerre de l'Union soviétique, qui constate la perte inévitable de ses territoires, le gouvernement japonais se résout à accepter les conditions imposées par la déclaration de Potsdam. D'accord. Ce même jour, le Conseil suprême de guerre se réunit pendant cette session. Le Premier ministre Kantaro Suzuki, le ministre de la Marine Mitsumaru Yonai et le ministre des Affaires étrangères Shigehiro Togo, exhortant l'empereur à approuver la capitulation sans condition. Une fois la réunion terminée, Suzuki convoque immédiatement une nouvelle session du Conseil. Alors je vous connais, hein, ça n'a pas grand-chose à voir avec Suzuki, les voitures. Cette fois, sous la forme d'une conférence impériale à laquelle l'empereur assiste personnellement, l'entretien qui débute peu après minuit le 10 août se tient dans un abri souterrain. Hirohito valide la recommandation du ministre Togo et la décision est rapidement transmise aux Alliés via notamment les diplomates japonais basés en Suisse et en Suède. D'accord. Donc il y a la capitulation, la situation n'allait pas vraiment bien au Japon, les Philippines venaient d'être libérées par les États-Unis, les vestiges de sa marine étaient en mauvaise posture et surtout les Italiens venaient de déclarer la guerre. Alors ça c'est la chose la plus grave pour les Japonais, hein. Les Italiens déclarent la guerre. À présent, très peu de gens au Japon croyaient que cette guerre se terminerait autrement que par une défaite totale et absolue. Les principaux désaccords portaient donc sur la forme exacte que prendrait cette défaite, sur le sort du Japon par la suite. Les Alliés ont clarifié ce point lorsqu'ils ont notamment publié la déclaration ils ont déclaré et ils l'ont publiée, dans laquelle les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine allaient clairement énoncer les conditions de capitulation qu'ils accepteraient sans condition. D'accord. Donc l'annonce de cette décision au sein du ministère de la Guerre provoque une réaction extrêmement violente chez de nombreux officiers, farouchement décidés à poursuivre notamment la guerre. Ils veulent poursuivre jusqu'au sacrifice total. Lors d'une réunion tenue à 9 h du matin, ces officiers vont refuser d'écouter les explications du ministre de la Guerre, Koreisha Nami. Le climat va devenir explosif. D'accord. Le fait de faire cette capitulation sans condition ne satisfait pas tout le monde. Pour beaucoup, au sein du gouvernement et de l'armée japonaise, c'était impensable. L'idée que le Japon puisse être occupé par des puissances étrangères qui n'en avaient pas
gagner le droit et donc était quelque chose qui était obscène, tout simplement. L'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire du Japon va être la victoire contre l'invasion de l'Empire mongol sous Kubilai Khan. Ainsi, capituler sans même tenter de résister à une invasion américaine était perçu comme un acte de lâcheté et une trahison de l'honneur japonais. Sans compter que l'armée japonaise était parfaitement consciente que les Allemands s'étaient battus jusqu'au bout et que les Italiens avaient au moins attendu que les Alliés débarquent sur le continent avant de jeter l'éponge et de les rejoindre. Donc ils allaient faire la même chose. D'accord. Donc dans la nuit du 2 août, il y a une station radio américaine qui diffuse une information laissant entendre que les forces alliées allaient donc exercer un contrôle direct sur la souveraineté japonaise. Le ministre des Affaires étrangères interprète cette idée comme une forme de contrainte temporaire, mais une grande partie des militaires y voit une humiliation intolérable. Pour eux, c'est quasiment de la servitude. À 3 heures du matin, le conseil donc de la maison impériale adopte officiellement la décision de capitulation. Cependant, au sein du Conseil suprême, la guerre est une obsession qui demeure. Sauvegarder le Kubutai no Hongi, c'est-à-dire la nature même de l'identité nationale incarnée par l'empereur. Et donc convaincus qu'un coup de force est nécessaire pour préserver cet idéal, certains officiers commencent alors à préparer un soulèvement. Il y a des unités militaires qui sont positionnées dans Tokyo, prêtes à agir si une opportunité se présente. L'empereur, au sein même de l'institution impériale qui va rester indéfinie, les Japonais souhaitaient des garanties de l'empereur, ou tout du moins donc ses héritiers qui resteraient sur le trône. Ils se sont présentés devant les soviétiques comme intermédiaires qui leur ont dit de partir et ont affirmé que si les alliés de Moscou exigeaient une capitulation sans condition, alors il faudrait se soumettre. Pour la grande majorité des Japonais qui vénéraient l'empereur, cela fut donc perçu comme un pas de trop, ce qui signifiait que la résistance à l'idée de la capitulation a augmenté massivement parce que personne ne voulait être aux commandes lorsque la monarchie vieille de 2500 ans allait prendre fin. Comme vous l'aurez probablement deviné, le gouvernement japonais de l'époque était partagé sur la marche à suivre face à la demande de la capitulation des Alliés. D'une part, ils savaient tous que la victoire était impossible, mais d'un autre côté, si la défaite était réellement inévitable, elle devrait assurément être aussi coûteuse que possible pour leur ennemi. Cette profonde division engendre des tensions très vives au sein des instances du pouvoir. Par exemple, Kanara, donc Suzuki, le Premier ministre, militait pour la paix et pensait que le Japon vivrait alors sa meilleure période. Churchill venait d'être destitué, les soviétiques étaient encore neutres et leurs forces militaires étaient suffisamment importantes pour que la poursuite de la guerre présente une entreprise coûteuse, tandis que Kurajika, un ami, le ministre de la guerre, estimait que les conditions imposées par les Alliés étaient beaucoup trop dures. Il affirmait que l'Allemagne alliée du Japon avait été complètement éradiquée et qu'un tel sort ne pouvait être permis au Japon. De plus, les militaires qui le représentaient donc, estimaient que la réédition intervenait après l'occupation et non avant. Et au centre donc, se trouvait Shigeruto, le ministre des Affaires étrangères, qui pensait que les Alliés feraient preuve de souplesse sur les points les plus difficiles. Une fois que le Japon aurait effectivement capitulé, sa préoccupation immédiate était la révolte du peuple japonais s'il apprendrait les conditions de capitulation. Donc notamment, ils ont donc convaincu le cabinet de publier la déclaration de Potsdam, amputer des passages concernant la capitulation sans condition, le désarmement du Japon et le procès militaire pour criminels de guerre car il les inquiétait. La réponse du gouvernement aux demandes de réédition des Alliés va être célèbre, cela ne constitue pas un des éléments, mais le problème c'est que le gouvernement a interprété cette réponse comme un donnez-nous une minute, le temps qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. Mais les Alliés ont considéré cela comme une telle stupidité qu'ils n'allaient même pas daigner y répondre, ce qui, sans surprise, a provoqué leur colère et a conduit Harry Truman à autoriser l'utilisation d'armes atomiques contre les Japonais pour voir si cela les convaincrait. Un peu plus d'une semaine plus tard, Hiroshima et Nagasaki vont être détruites, et pour rien arranger, l'Union soviétique déclare la guerre, invoquant l'absence totale de tentatives de paix de la part des Japonais. Ces deux éléments combinés ont incité le gouvernement japonais à agir et donc sur le choix de la capitulation, mais anecdote amusante, c'est que le choix c'était non.
Vous voyez les militaires et certains membres du cabinet qui pensaient que les Alliés n'avaient probablement plus d'armes nucléaires et que les exigences de capitulation sans condition n'étaient en réalité qu'une ruse habile pour masquer leur propre faiblesse. Et que si le Japon tenait bon, les Alliés finiraient par céder. En conséquence, ils ont accepté la réédition, mais aux conditions suivantes. Premièrement, que l'empereur reste sur le trône. Deuxièmement, que le Japon supervise son propre désarmement. Troisièmement, que les îles principales ne seraient pas occupées. Et quatrièmement, qu'il n'y aurait pas de procès pour les criminels de guerre. Suzuki et ses partisans ont insisté pour maintenir que le statut d'empereur, ce à quoi Hirohito a consenti, et ils ont informé les États-Unis. Les Alliés, eux, l'ont immédiatement rejeté. Ce n'est pas ce que signifie inconditionnel. Donc le refus des Alliés a semé l'inquiétude dans toute l'armée, et nombre de ces officiers pensent désormais que les Alliés cherchaient à dominer le Japon et à en faire une république fantoche américaine. De ce fait, certains officiers de rang intermédiaire vont commencer à déplacer des troupes vers Tokyo, car ils estimaient que seul un coup d'État pouvait désormais empêcher la réédition. D'accord ? Donc, à cette situation, donc dans la nuit du 12 août, le major Kenji Kantaro, qui va être âgé de 33 ans, accompagné de lieutenant-colonel Matashika, Ida et Masato Takeshita, donc ils vont solliciter le ministre Anami, ils vont lui demander expressément d'empêcher la signature de la réédition. Anami y figure extrêmement influente, probablement donc la seconde personnalité la plus puissante du pays après l'empereur, refuse de leur assurer son soutien. Face à ce refus, Antaka et ses camarades vont décider d'organiser eux-mêmes un coup d'État. Le 13 et le 14 août, Antakana multiplie les rencontres, cherchant à rallier d'autres officiers à sa cause et à perfectionner son plan. Pendant la nuit du 13 au 14, juste après une conférence impériale décisive, plusieurs hauts responsables militaires, dont Anani, vont se réunir séparément, tous craignant qu'un coup d'État éclate pour empêcher la capitulation après un long moment de silence. Le général Torashio, donc Kapawe, prend la parole et propose un engagement écrit affirmant que l'armée respectera les dernières décisions impériales. Le document signé des plus hauts officiers, parmi lesquels Anami, donc les généraux également. Donc il va y avoir ces accords qui vont constituer un rempart moral et politique contre toute tentative de coup d'État. Le 14 août, donc vers 21h30, Antanaka et ses complices vont finaliser leur projet. Leur base d'opération repose sur le second régiment de la garde impériale, dont les effectifs dépassent largement ceux du bataillon qui va être chargé de défendre le palais déployé par prudence depuis plusieurs années. Antanaka et donc Shizaki parviennent à convaincre le colonel Toroki Haga, commandant du régiment, en lui mentant. Ils prétendent que les plus hauts responsables militaires, dont Anami et Umezu, soutiennent secrètement le coup d'État. Antanaka tente également de rallier le général Tanaka, commandant de l'armée du district de l'Est. Ce dernier refuse fermement et lui ordonne de cesser immédiatement ses activités et que celui-ci ignore complètement. Pendant que les conspirateurs s'activent, le général Anami accomplit un acte tragique. Il se suicide par seppuku, laissant une note énigmatique dans laquelle il va exprimer sa contrition envers l'empereur pour le grand crime. On ignore s'il l'entend par la défaite ou la rébellion qui est en préparation. Aux alentours d'1h du matin, les conspirateurs encerclent le palais. Antanaka, Shizaki et le capitaine Shigetaro Uehara se rendent d'abord auprès du général Teshimori, commandant de la première division de la garde impériale, dont la coopération est indispensable. Mori, accompagné de son beau-frère Machiori, refuse de rejoindre le complot, craignant qu'il ne donne l'ordre d'arrêter les rebelles. Antanaka l'abat. Uehara tue également Shiraishi. Ce seront les deux uniques assassinats de la nuit. À l'aide du sceau officiel de Mori, Antanaka contrefait l'ordre stratégique numéro 584, destiné à accroître artificiellement les effectifs dans le palais et à justifier l'occupation au nom d'une prétendue protection de l'empereur. Rapidement, les rebelles désarment la garde, verrouillent les accès et arrêtent 18 personnes, parmi lesquelles du personnel et du ministère, des techniciens de la NHK venus préparer l'enregistrement du message de capitulation. Commence alors une longue chasse aux enregistrements du discours impérial. Les conspirateurs
parcourt les bâtiments sombres, rendus encore plus labyrinthiques et par coupure d'électricité consécutive au bombardement. Donc, malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à mettre la main sur Koshikido, gardien du sceau privé, ni sur le ministre de la maison impériale, Sotaro. Tous deux se sont réfugiés dans une chambre ultra sécurisée surnommée le coffre-fort. Sous la menace, Antanaka, le chambellan Isonori Fujata ment et affirme ne rien savoir de leur emplacement ni de celui des enregistrements. Pendant ce temps, à Yokohama, un autre groupe de rebelles dirigé par le capitaine Takeo Sasaki recherche à assassiner le Premier ministre. Suzuki, ne trouvant que des bureaux vides, ils vont saccager et incendier le lieu. Suzuki parvient à s'échapper de justesse, tente ensuite d'abattre Kishiro qui fuit de la même manière. Autour de 3h du matin, Matasaka Ida informe Atanaka, donc l'armée du district de l'Est, et marche vers le palais pour écraser la rébellion. D'accord. Donc vers 5h, dans un dernier acte désespéré, Antanaka se rend armé au studio de la NHK et tente de forcer la diffusion d'un message. Il est contraint d'abandonner 1 heure plus tard. À l'aube, Tanaka arrive au palais, réprimande sévèrement les conspirateurs et les convainc de retourner dans leur caserne. Vers 8h du matin, notamment, donc l'incident est terminé. Les rebelles n'ont pas réussi à trouver les enregistrements ni à empêcher la diffusion du discours prévu. Après l'échec de leur entreprise, Tanaka en moto et Shizaki à cheval parcourent Tokyo en dispersant des tracts expliquant leurs gestes. Le 15 août, peu avant la diffusion historique du message de l'empereur, Tanaka se tire une balle dans la tête. Shizaki, lui, se poignarde avant de se donner le coup de grâce avec une arme à feu. Dans la poche de Tanaka, on retrouve un ultime poème d'adieu. Je n'ai plus aucun regret maintenant que les nuages noirs se sont dissipés du règne de l'empereur. Voilà un petit peu pour cette histoire assez étonnante, qu'on ne parle pas régulièrement, de ce coup d'état, l'incident de Kyūshō. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à aimer, partager et commenter. Pensez à liker. Pensez à me donner un petit don. Et bien évidemment, les commentaires sont les bienvenus. Voilà. Allez, à plus tard les amis. Salut, ciao.